de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat veut armer la Constitution contre le communautarisme. La majorité sénatoriale de la droite et du centre va déposer aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle pour garantir la prééminence des lois de la République. On va en parler avec le sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe Ebra. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Cette semaine, direction le Nord et le Pas-de-Calais. Nous suivrons la campagne à Lille, à Maubeuge et à Lens. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera des municipales, bien sûr. Ce week-end, le Parti socialiste a lancé sa campagne et Édouard Philippe en a fait de même au Havre. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 3 février. Coup d'envoi de la réforme des retraites au Parlement. L'Assemblée nationale examine dès aujourd'hui le texte en commission spéciale. 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 par la France insoumise, un record sous cette législature. Pas de nouveaux cas de coronavirus déclarés depuis jeudi en France. Selon Agnès Buzyn, hier, un second avion rapatriant des Français de Chine a atterri sur la base d'Istres. À son bord, une vingtaine de cas suspects présentant les symptômes du coronavirus. Les tests se sont révélés négatifs, annonce ce matin Adrien Taquet. Hier, les pays du G7 ont annoncé qu'ils allaient se concerter sur une réponse commune. Et puis la France va envoyer 600 hommes supplémentaires dans le cadre de l'opération Barkhane. La force française présente au Sahel va passer de 4 500 à 5 100 soldats fin février. La ministre des Armées indique que l'essentiel de ce renfort sera déployé dans la zone des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, où les attaques djihadistes se multiplient. Et on débute avec le sénateur du jour élu de Seine-Saint-Denis, siège dans le groupe Les Républicains, vice-président du Sénat. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette actualité sénatoriale, la majorité sénatoriale de la droite et du centre qui va donc déposer aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle qui vise à garantir la prééminence des lois de la République. L'objectif, c'est d'armer la Constitution contre le communautarisme et notamment d'inscrire le mot laïcité dans l'article 4 de la Constitution. C'est celui qui concerne les partis politiques. Vous pensez que la Constitution n'est pas assez armée aujourd'hui face au communautarisme ? À l'évidence, oui, parce qu'on a pu constater dans le passé un certain nombre de dérives qui n'étaient pas rendues impossibles par nos textes. Et donc le fait de réaffirmer un certain nombre de principes tels que la proposition de Philippe Bas le fait, me semble effectivement une très bonne idée. Donc on aura une sorte de chapeau qui va venir rappeler les règles fortes et qui doivent empêcher effectivement toute dérive communautariste. Cette proposition de loi constitutionnelle, elle intervient alors que Emmanuel Macron a dit qu'il s'exprimerait sur la question du communautarisme dans les semaines à venir, avant les municipales. C'est une façon de la part de la droite sénatoriale de mettre la pression sur le chef de l'État ? Écoutez, ça fait 2 ans quasiment, et peut-être même un peu plus, qu'on nous annonce un grand discours du chef de l'État sur ces sujets-là, et ce discours ne vient pas. Beaucoup s'interrogent et se demandent pourquoi. Donc les parlementaires sont pleinement dans leur rôle en faisant des propositions pour effectivement encadrer les choses. Et au-delà de ce discours qui ne vient pas, c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Voilà, il a parfois eu des propositions ou des décisions qui pouvaient semer le doute. Donc on attend ce discours avec beaucoup d'impatience. Mais d'ici là, qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Que doit dire le chef de l'État sur ce sujet pour vous ? Écoutez, qu'il rappelle ce que sont les valeurs de notre République et qu'il réaffirme effectivement qu'il n'est pas question d'aller peu ou prou dans le sens de l'acceptation de différenciation qui se ferait sur la base, par exemple, de convictions religieuses. Ça n'est pas acceptable. La liberté de conscience, c'est une chose, elle est garantie dans notre démocratie, mais pour autant, en aucun cas, effectivement, cela ne doit primer sur les lois de la République. Et pour vous, aujourd'hui, la République, elle est menacée par le communautarisme ? Écoutez, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'on aurait pu éviter. Quand on peut reparler, et ça ne date pas d'hier, de ce qu'avaient accepté certaines municipalités avec des horaires particuliers dans les piscines. Ça commence par cela, et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il est temps, effectivement... Donc une responsabilité de certains élus aussi ? Mais bien évidemment, c'est ce qu'avait accepté la ville de Lille, si ma mémoire est bonne. On ne peut pas aller dans cette direction-là, parce que... et d'ailleurs, la pression est de plus en plus forte sur le terrain. Et c'est pourquoi il faut mieux encadrer les choses.
Allez, autre sujet, c'est ce couac dans la majorité et cet émoi dans la classe politique suite au rejet par la majorité présidentielle d'une proposition de loi UDI qui visait à rallonger le congé pour un parent qui perdait un enfant. La ministre Muriel Pénicaud a admis une erreur collective de l'exécutif et de la majorité. Elle s'engage à proposer un texte plus ambitieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vote de la part de la majorité ? Écoutez, c'est un couac de plus absolument incompréhensible. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que le groupe UDI à l'Assemblée nationale fait partie de la majorité. Donc, en général, lorsqu'un groupe de la majorité dépose une PPL, c'est en général avec l'accord du gouvernement. Alors, manifestement, là, ça n'était pas le cas. Alors, peut-être que le groupe UDI espérait qu'en séance, les députés de la majorité se laisseraient convaincre. Ça n'a pas été le cas. Tout cela donne un sentiment d'impréparation avec une ministre qui fait marche arrière devant, effectivement, la réaction tout à fait justifiée de l'opinion. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment d'amateurisme, c'est assez étonnant. Est-ce que vous souhaitez que le Sénat s'empare rapidement de cette proposition-là ? Nous allons le faire. Mais d'ailleurs, la ministre a même dit qu'ils allaient faire machine arrière, et alors je ne sais pas sous quelle forme et comment, mais revenir sur ce refus que personne ne comprend. Vous allez le faire de quelle manière ? C'est-à-dire que... On peut nous-mêmes déposer effectivement une PPL, c'est la possibilité. Maintenant, on va voir vous allez le faire ? Je pense que oui, mais la question est de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir et ce que va faire le gouvernement. Allez, l'autre sujet, c'est cette réforme des retraites. Début aujourd'hui de l'examen à l'Assemblée nationale, commission spéciale, 22 000 amendements déposés, dont 19 000 rien que pour la France insoumise, qui assume une stratégie d'obstruction parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette stratégie ? La stratégie d'obstruction, c'est absurde. Les parlementaires, aussi bien l'Assemblée que le Sénat, les parlementaires se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour examiner ce texte. Alors, quand en plus, effectivement, on dépose 19 000 amendements pour empêcher la discussion de fond, c'est effectivement aller dans le sens que l'on conteste. Ça me semble absolument ridicule. Je pense que l'Assemblée nationale a mieux à faire que cela. Voilà. Donc, c'est la stratégie de radicalisation de la France insoumise. On la voit sur le terrain, on la voit dans les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et ça se traduit par 19 000 amendements à l'Assemblée nationale, ça n'est pas raisonnable. Est-ce que ça dessert le travail parlementaire pour vous ? En tous les cas, ça n'est pas un gage de bonne qualité du travail parlementaire. Comment examiner 22 000 amendements au total en commission lorsque déjà le temps est extrêmement court ? C'est impossible. Donc franchement, ça va dans le mauvais sens. Je pense que le Parlement doit réaffirmer ses droits et exiger effectivement des délais raisonnables pour examiner les textes. Mais alors si effectivement on dépose autant d'amendements, c'est l'exact opposé que l'on provoque, donc ça n'a pas de sens. Alors une partie des parlementaires, dont la droite sénatoriale, conteste le calendrier de cette réforme des retraites. Gérard Larcher dit dans le journal du dimanche qu'il continuera à demander la fin de la procédure accélérée, qui prévoit une seule lecture par chambre. Est-ce que ce n'est pas une demande vaine de la part du président du Sénat ? Écoutez, on verra bien. Vous savez, les choses peuvent encore évoluer. Je pense que dans la majorité, le président de la République, au premier chef, doit vraiment s'apercevoir que ça se passe mal parce que c'est un conflit qui dure, avec une radicalisation sur le terrain, avec des actes de plus en plus violents du côté de certains. On en était même à bloquer en région Île-de-France, qui pourrait poser un problème, effectivement, les centres de tri des ordures ménagères. Il y a les coupures de courant intempestives. Et puis, surtout, l'opinion publique n'est pas convaincue par l'utilité de cette réforme et n'en comprend même pas les grands principes. Je ne vais même pas parler du chiffrage, qui est... en tous les cas, on n'a aucune visibilité là-dessus pour le moment. Mais je pense que le président de la République serait bien inspiré, effectivement, de se donner du temps. Quelle est l'urgence à vouloir absolument légiférer d'ici l'été ? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'urgence absolue, au moins à ce niveau-là, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut attendre, il faut carrément décaler l'examen en Parlement, le faire en septembre pour vous ? Non, on pourrait avoir 2 lectures, ce qui effectivement nous amènerait probablement à l'automne. Mais je pense que, franchement, ça serait de bon sens. Et j'espère que le président de la République et le Premier ministre en conviendront finalement. Vous dites que l'opinion publique ne comprend pas les grands principes de cette réforme. Pourtant, ces grands principes, la droite sénatoriale, la droite tout court d'ailleurs, les défendait. Est-ce que c'est pas compliqué pour vous de vous opposer ? Excusez-moi, on n'a jamais défendu une retraite par points qui viendrait... Écoutez, cette idée de régime universel... Vous n'étiez pas contre une réforme des retraites ? Attendez. Nous, on a toujours dit qu'il faudrait repousser l'âge de départ. Je pense que de toutes les manières, on va le faire. Mais passer à un système par points soi-disant universel, jamais nous n'avons proposé une mesure pareille. Et d'ailleurs, au fil du temps, on s'aperçoit que le caractère universel de cette réforme, il n'existera pas. On est en train d'en exclure les catégories les unes après les autres. Est-ce que ce que vous proposez, à savoir reporter l'âge de départ à 65 ans, c'est pas encore plus difficile à faire passer ? Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec la nouvelle réforme ? De toute façon, d'ailleurs, on nous avait dit l'âge pivot ou l'âge d'équilibre, je ne sais plus comment il faut l'appeler, ça serait de toute façon 64 ans. Donc tout le monde sait que pour
équilibrer un système, quel qu'il soit, on devra travailler plus longtemps. Le drame dans cette affaire, c'est que le président de la République a dit le contraire en 2017 et que maintenant, ils ne savent plus comment faire. Donc, ils sont à la fois sur une réforme paramétrique et systémique. Et la partie systémique, plus personne n'y comprend rien. Et le gouvernement s'est aperçu, mais bien trop tard, faute d'avoir sérieusement creusé le sujet, que c'est pas possible de mettre en place un régime universel où tout le monde sera traité de la même manière. Donc voilà, on est dans une impasse avec... Donc pour vous, il faut renoncer à ce régime par points et se concentrer sur la mesure d'âge pour équilibrer le système. Moi, je pense qu'on aurait mieux fait, effectivement, de ne pas se lancer dans cette affaire de régime universel par points. Le gouvernement répète, il est juste, il est juste, il est juste. Le problème, c'est qu'il ne convainc personne, pour la bonne et simple raison que c'est indémontrable. Allez, c'est dans ce contexte social compliqué que le Sénat va examiner demain la proposition de loi pour un service minimum dans les transports pendant la grève. C'est un texte déposé par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On va en parler avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Et Alex, le Sénat qui examine donc demain la proposition de loi de Bruno Retailleau sur le service minimum dans les transports. Et oui, on va faire un petit retour en arrière. On va retourner fin novembre 2019. Nous sommes à quelques jours du début de la grève contre la réforme des retraites. Et Bruno Retailleau choisit ce moment pour annoncer dans le journal du dimanche qu'il va déposer une proposition de loi pour assurer un service minimum dans les transports en grève, avec deux mesures principales. L'objectif d'un tiers du trafic aux heures de pointe, trafic assuré, et puis la possibilité pour les entreprises de réquisitionner le personnel gréviste. Écoutez sur ce point Bruno Retailleau. Il y a des fonctionnaires en France qui sont interdits de droit de grève. Il y en a d'autres qui peuvent être réquisitionnés, tout comme d'ailleurs dans d'autres grandes démocraties. Non, il y a d'un côté une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le droit de grève, mais il y a de l'autre une autre valeur constitutionnelle qui est le principe de continuité des services publics. Le droit de grève, c'est aussi un droit qui comprend un certain nombre de limites. Alors à l'époque, Bruno Retailleau a très bien choisi son calendrier puisqu'il a promis de déposer son texte d'ici au 5 décembre, c'est-à-dire le jour de la première grève contre la réforme des retraites. Et ce coup médiatique, il n'a pas vraiment plu au Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe. Écoutez-le. Nous le savons tous, les grandes propositions qui interviennent la veille d'un mouvement de grève sont souvent des façons d'attirer l'attention du public sur un sujet et peut-être un peu moins une façon de régler durablement une question juridique délicate. Alors depuis, le texte est arrivé au Sénat et avant d'être débattu demain dans l'hémicycle, il a d'abord été examiné par la Commission des affaires sociales du Sénat qui a apporté quelques modifications au texte. Regardez, on ne parle plus d'un tiers du trafic aux heures de pointe qui serait assuré de manière garantie, mais il s'agit de répondre aux besoins de la population dans un endroit donné. Donc ça peut être un tiers du trafic, ça peut être également 50% du trafic assuré. En tout cas, c'est à l'autorité organisatrice de transport dans la région concernée de définir ce service minimum. Et par exemple, en Ile-de-France, ce seront les élus régionaux et départementaux qui vont décider de ce service minimum. Et puis la commission sénatoriale prévoit le remboursement des usagers pénalisés, un remboursement automatique dans les 7 jours qui concernerait les usagers qui paient par voie dématérialisée. Alors en tout cas, dans le débat qui arrive demain dans l'hémicycle, la gauche du Sénat sera vent debout contre ce texte. Écoutez le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Si vous faites grève et que ça n'a aucune conséquence sur votre environnement, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire passer un message pour dire mais nous sommes en grève, nous savons que nous apportons des perturbations dans votre vie quotidienne, mais c'est pour qu'on puisse être écouté. Voilà. C'est plus la grève. C'est plus la grève. À ce moment-là, il faut dire tout de suite, on supprime le droit de grève dans notre Constitution. Et le droit de grève, il fera l'objet d'un débat très tendu demain entre la gauche et la droite du Sénat. Merci beaucoup Alex. Il faut s'attendre à des débats houleux demain, Philippe Dallier, entre gauche et droite. Écoutez, il ne me semble pas que nous proposions l'interdiction du droit de grève. Les propos de Patrick Kanner sont quand même assez étonnants. On est dans une période, et elle dure cette période, et elle a été très difficile, particulièrement en région Île-de-France, où les gens qui ont besoin d'utiliser tous les jours les transports en commun ont vécu une véritable galère. Donc, mais effectivement, ce n'est pas une atteinte au droit de grève. Écoutez, franchement, on est sur du service public. On ne peut pas toujours vouloir les avantages sans les inconvénients. Quand on est fonctionnaire ou quand on exerce effectivement une mission de service public, il y a effectivement des obligations. Donc si jamais on adopte ce texte et qu'effectivement soit mis en place un service minimum à 1/3 ou à 50%, qu'on ne nous dise pas que c'est l'interdiction du droit de grève. C'est ridicule. Je pense que dans une démocratie comme la nôtre, on peut tout à fait encadrer les choses
chose. Et c'est ce que propose cette PPL. Et ça va faire perdre les effets du droit de grève finalement. Et du coup, est-ce que le message sera autant... En région Île-de-France, à partir du moment où vous avez 50% de grévistes ou même 70% de grévistes, vous imaginez que personne ne s'en aperçoit ? Franchement, non. Donc, même la moitié, c'est une dégradation tellement importante du niveau de service public que tout le monde aura bien compris que certains sont en grève. Donc, les propos de Patrick Kanner sont quand même assez malvenus. Vous qui êtes élu de la région Île-de-France, dans cette proposition de loi, on l'a vu avec Alex, ce sont les élus de la région et des départements qui vont décider du service minimum. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? Mais c'est l'autorité organisatrice des transports. Donc, effectivement, je pense que c'est une possibilité intéressante. Allez, on va se rendre dans une rédaction locale. On va continuer à parler transport, mais d'un autre sujet, vous allez voir. On va aller à Brive-la-Gaillarde, retrouver Cyril Gréguy. Bonjour Cyril, rédacteur en chef de La Vie corrézienne. Et l'actualité dans votre département, eh bien, ce sont les 90 km/h. Depuis samedi, fini les 80 km/h. Le département est repassé aux 90. Effectivement, depuis samedi, les Corréziens roulent de nouveau à 90 km/h. C'était une promesse, en tout cas un engagement fort du président du conseil départemental, Pascal Coste, qui, dès janvier 2018, s'était élevé contre la décision de 80 km/h. Il avait d'ailleurs proposé, dès février 2018, que la Corrèze devienne un département expérimental pour les 90 km/h. Alors du coup, comment ça s'est passé sur place ? C'est une demande des habitants, ça a été bien perçu, ça a été facile pour le président du conseil départemental de revenir sur ces 80 km/h ? Facile, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu l'unanimité des conseillers départementaux, a priori, qui ont pris position pour ce retour aux 90 km/h. Un gros travail a été mis en place par les services du département qui, en concertation avec les acteurs locaux de la sécurité routière, ont étudié un petit peu les possibilités. Il y a une grosse étude d'accidentologie qui a été menée sur le département et qui a conduit donc à ce que le département repasse donc aux 90 km/h avec l'aval de la commission départementale de sécurité routière. On va parler de l'autre actualité qui vous concerne, Cyril Gréguy, ce sont les municipales, comme dans tous les départements. Comment ça se passe la campagne des municipales en Corrèze ? Pour l'instant, c'est encore un petit peu calme, il me semble. Les choses se mettent en place. 57% des maires du département ont fait le choix de repartir. C'est plutôt plus qu'on ne pouvait penser. Les maires qui sont souvent repartis, faute de candidats en tout cas, dans les petites communes notamment, où certains éprouvent des difficultés à constituer des listes. Un mot peut-être sur les grandes villes de votre département, un point sur la campagne dans ces grandes villes ? La campagne elle vient juste de démarrer, notamment à Brive, à Tulle et à Ussel. Les choses sont plutôt calmes pour l'instant. À Brive, le maire sortant, les Républicains, a reçu le soutien de 7 partis, en tout cas de 7 personnalités de la ville. Ça se présente plutôt bien pour lui a priori, même si une élection n'est jamais garantie. À Tulle, Bernard Combe, devrait lui aussi avoir un chemin relativement simple, même si sur une candidature s'est présentée, une candidature radicale. À Ussel, ça semble un peu plus compliqué dans la mesure où le maire sortant, Christophe Arfeuillère, se retrouve en lice face à son ex-première adjointe, Françoise Béziat. Eh bien, merci beaucoup pour ce point, Cyril Gréguy. On va voir la une de La Vie corrézienne. C'est un hebdo, retour à 90 km/h. C'est pour demain. L'hebdo est donc sorti vendredi. C'est donc fait. La Corrèze est passée aux 90 km/h. Merci d'avoir été avec nous, Cyril. On va continuer à parler des municipales. Philippe Dallier, mais dans votre département de la Seine-Saint-Denis, avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec le Parisien. Et oui, on va d'abord parler du renseignement français qui déménage en Seine-Saint-Denis, plus précisément dans la commune de Saint-Ouen, puisque en 2026, les 5500 fonctionnaires de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vont déménager dans les anciens locaux du journal Le Parisien, également dans l'entreprise voisine de spiritueux Bacardi. Alors ces locaux vont être complètement rasés pour construire en 2026 la nouvelle cité du renseignement avec un coût de l'opération de 500 millions d'euros. Autre sujet dans Actu Seine-Saint-Denis.
Et oui, cette fois-ci, on parle des violences faites aux maires, puisque la maire de Bondy a été insultée et menacée. Un mur a été découvert samedi rempli de tags d'insultes, de menaces à l'encontre de la maire socialiste de Bondy, Sylvie Thomassin, qui se représente aux élections municipales. Les violences faites aux maires, eh bien, on en a beaucoup parlé dans cette émission et c'est malheureusement encore aujourd'hui un triste exemple. En tout cas, la maire de Bondy a dit qu'elle ne se laisserait pas impressionner et qu'elle allait porter plainte. Un mot, Philippe Dallier, sur ces violences envers les élus de plus en plus nombreuses. Oui, c'est absolument lamentable et c'est le signe également que notre démocratie ne va pas bien. Voilà. Et certains sont dans une forme de radicalisation et s'en prennent maintenant physiquement. Enfin là, c'est pas physiquement, mais enfin là, ce qu'on a vu sur les murs là, c'est quand même assez incroyable. Et puis il y a même parfois des violences contre les permanences électorales des parlementaires et des violences physiques. Voilà. On connaissait pas ça il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est vraiment le signe que notre démocratie ne va pas bien. Mais là-dessus, il faut être intransigeant et ne pas laisser les choses dériver. Et la faute à qui hier, Xavier Bertrand, dans le JDD, disait qu'Emmanuel Macron, loin de rassembler les Français, les a divisés. Vous êtes d'accord ? Écoutez, je ne veux pas faire de lien entre ce que je viens de dire là sur ce qu'on a vu à l'écran et le président de la République. Maintenant, on voit bien qu'on est dans une période où les Français sont un peu déboussolés, un peu paumés. Voilà. Et certains en viennent à des extrémités, ont du mal à accepter les règles de la démocratie parce que l'élection, qu'elle soit locale ou présidentielle, c'est quand même ça le fondement de notre démocratie. Et certains considèrent maintenant que voilà, les élections, ça ne sert à rien et on peut même s'en prendre aux élus. Voilà, tout ça, ce sont de très mauvais signaux. Allez, justement, on va parler d'élections, on va parler municipales en Seine-Saint-Denis, dans le Parisien. Et oui, avec le plan de bataille de la droite aux élections municipales dans le département de Seine-Saint-Denis, un sujet qui vous concerne, Philippe Dallier, puisque vous dirigez la fédération départementale du Parti Les Républicains en Seine-Saint-Denis. Et si on en croit l'article du Parisien, votre objectif, c'est de consolider vos positions obtenues en 2014, puisqu'en 2014, il faut le rappeler, la droite et le centre avaient fait tomber quelques bastions communistes dans ce département, notamment la commune de Bobigny, du Blanc-Minil, également de Saint-Ouen. Et l'objectif serait donc de conserver la quarantaine de communes qui est dirigée actuellement par la droite et le centre, alors que dans ce département, La République En Marche et le Rassemblement National sont très mal implantés. Merci beaucoup Alex, vous êtes optimiste sur les municipales en Seine-Saint-Denis d'abord. Il y a 40 communes en Seine-Saint-Denis, nous en dirigeons la moitié, ce qui est effectivement un score historiquement haut pour 2014. Mais notre objectif, il est en deux phases et le Parisien n'a parlé que de la première. Bien évidemment, on veut essayer de consolider toutes les municipalités que nous avons gagnées en 2014, mais il y a aussi des communes dans lesquelles nous avons de bonnes chances de l'emporter. On parlait de Bondy, on a un candidat qui est à la manœuvre et qui, à mon avis, a la possibilité de l'emporter. Et ça sera le cas dans d'autres communes dans ce département, notamment quand la gauche est très divisée ou qu'elle est absolument usée. Donc il y a Pantin, il y a un certain nombre de communes. Montreuil, il va être intéressant de regarder ce qui va se passer. Voilà, il y a la droite va renforcer ses positions en Seine-Saint-Denis. Le premier objectif, c'est effectivement de conserver ce qu'on avait acquis en 2014 et il y a des possibilités de conquête. Plus largement, au-delà de la Seine-Saint-Denis, c'est la droite qui était sortie vainqueur des élections municipales en 2014. Est-ce que là aussi, vous pensez que vous allez pouvoir garder vos élus locaux ? Alors je pense que oui. Et je pense d'ailleurs qu'on le voit d'ailleurs à l'attitude de La République En Marche qui était partie triomphante il y a un an sur les municipales et qui aujourd'hui fait plutôt profil bas jusqu'à la circulaire Castaner pour essayer de casser le thermomètre au moment du soir du premier et du second tour. On va parler de cette circulaire. Un mot sur les Républicains d'abord. Oui, mais écoutez, alors chez les Républicains, il y a ceux qui auront pris le risque de s'allier plus ou moins avec La République En Marche, et je pense que ceux-là doivent commencer à le regretter, et puis ceux qui ne l'ont pas fait. Vous pensez à qui notamment ? Je pense à tous ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, écoutez, parce que sur le terrain, j'aime autant vous dire, et les campagnes électorales servent aussi à cela. On sent bien. D'ailleurs, moi, je crains qu'il y ait une abstention relativement forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certes, ce sont des élections locales, mais on sent aussi qu'il va y avoir une partie des électeurs qui vont vouloir envoyer un message. Et le message, à mon avis, il ne sera pas favorable au gouvernement. Donc et d'ailleurs, sur le terrain, beaucoup d'électeurs, parce que vous savez, on utilise peu les étiquettes politiques en ce moment. Hein. Moi, je pense que ça n'est pas forcément une bonne idée de ne pas le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais vous êtes qui finalement, hein? Et quand on dit on est les Républicains, ça passe. Quand on dit, et les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas avec La République En Marche. On dit non, on n'est pas avec La République En Marche. Nous, on est pour la clarté. Voilà. D'autres ont fait d'autres choix. Je ne suis pas certain que ça leur soit très profitable à l'arrivée. Allez, on parlait justement de cette circulaire
circulaire Castaner, le Conseil d'État qui l'a suspendu, cette circulaire Castaner, à la fois sur le nuançage, Christophe Castaner qui voulait que les préfets ne mettent pas de nuances politiques pour les candidats dans les communes de moins de 9000 habitants, et aussi sur la question de cette fameuse étiquette diversante qui vous concernait, notamment aux Républicains, qui voulait que les maires ayant reçu un soutien de la République En Marche soient étiquetés diversantes et non pas dans leur famille d'origine. Est-ce que c'est une victoire pour vous, cette décision du Conseil d'État ? En tous les cas, sale temps pour le gouvernement vis-à-vis du Conseil d'État. C'est la première fois. On a vu l'avis du Conseil d'État sur la réforme des retraites. Ça a été d'une extrême sévérité. Et là, la circulaire du ministre de l'Intérieur a été retoquée, et à juste titre. On voit bien que le gouvernement va essayer de masquer le piètre résultat de la République En Marche. Et vous donnez un très bon exemple. C'est-à-dire qu'un maire LR encarté chez LR, qui aurait reçu le soutien de la République En Marche, aurait été classé centre droit, et M. Castaner aurait pu venir le soir du premier tour en disant « Regardez comme c'est merveilleux, toutes les listes de centre droit, LREM pourquoi pas ?» et le résultat qu'elles ont obtenu. Franchement, un peu de clarté ne nuit pas, et ça montre bien la fébrilité du gouvernement à l'approche de ces élections. Le gouvernement qui s'engage dans ces élections, notamment le Premier ministre, Édouard Philippe, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il aille au combat électoral ? C'est courageux de sa part dans le contexte. Je comprends tout à fait qu'il puisse être attaché à la ville du Havre. Maintenant, pour ceux qui vont s'exprimer, pour les électeurs, c'est un peu compliqué, puisqu'il vient, il est en tête de liste, mais il dit tout de suite je ne serai pas le maire. Puisqu'effectivement, s'il reste Premier ministre, il ne pourra pas être maire du Havre en même temps. Voilà, donc c'est courageux politiquement de sa part, mais c'est assez difficilement explicable sur le terrain. Un dernier mot sur ces élections, puisque vous êtes un des spécialistes du logement. Je voudrais vous faire réagir sur cette proposition de Benjamin Griveaux, candidat à la République En Marche à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, qui parmi ses propositions dit que la mairie donnera 100 000 € d'apport aux Parisiens, selon évidemment un critère de revenu, pour un achat en résidence principale. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je pense qu'à Paris, la campagne électorale est en train de tourner à la foire aux conneries. Voilà, il faudrait que ça s'arrête, parce qu'après le déplacement de la gare de l'Est en banlieue, d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, on ne sait pas très bien où, là, M. Griveaux propose de dépenser 2 milliards d'euros. La ville de Paris est déjà endettée à hauteur de 6 milliards, et là, il veut en rajouter 2 milliards. Et il va donner 100 000 €, et il nous explique, et d'ailleurs, première chose à dire, c'est que cette mesure va être inflationniste. Comme toutes les mesures en matière de logement qui visent effectivement à apporter des avantages à ceux qui vont faire l'acquisition d'un bien. Il y a un caractère inflationniste. Donc ça va faire augmenter le prix de l'immobilier à Paris. Ça va faire augmenter le prix. Et puis en plus, on nous explique qu'au moment de la revente, on se paiera sur la plus-value. Mais si jamais le marché se retourne, alors c'est une perte pour la ville. On redemande à celui qui a acheté de rembourser. Enfin, tout ça n'a aucun sens. On a l'impression que certains candidats, pour exister, ont besoin d'avancer des propositions qui sont complètement délirantes. Et pour vous, c'est irréaliste ? C'est absolument, c'est délirant. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Dallier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique, c'est Fabien Roussel, le député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. Avant de l'entendre, on va regarder les modules pédagogiques qu'on vous propose jusqu'au premier tour des municipales. Pour tout comprendre de cette élection, ils sont réalisés en partenariat avec France 3 Noa, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les conditions à remplir si vous voulez devenir maire. On regarde. Alors c'est très simple, il y a un prérequis pour être maire, le serrage de main. Allez, c'est parti. Et alors avec le smile, Alors moi ce que je vous conseille, c'est parce que c'est vite épuisant, vous voyez, c'est la technique du glisser-coulisser. Vous faites un lift comme au tennis avec la main comme ça, et ça permet de gagner en vitesse. Avec le... Pour être maire, il faut avoir au moins 18 ans le jour de l'élection, être de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union européenne, ne pas être sous tutelle ou curatelle, ne pas avoir perdu la jouissance de ses droits civiques, et enfin, il faut être électeur dans la commune où l'on souhaite candidater, ou alors y payer des impôts locaux. Par exemple, si vous possédez une maison de vacances dans le fin fond de la Creuse, vous pouvez vous y présenter. Il existe cependant une exception à cette règle pour les députés et les sénateurs qui souhaitent devenir maires. La loi leur permet de se présenter dans toutes les communes du département où ils sont élus, sans avoir forcément le moindre lien avec la commune.
Si le candidat remplit tous ces critères, il ne lui reste plus qu'à se présenter sur une liste. Et oui, en France, on ne vote pas directement pour le maire. Les électeurs choisissent une liste de conseillers municipaux qui, une fois élus, éliront un maire. Le futur maire est en général la personne en tête de liste, comme on dit dans le jargon, c'est un peu le big boss quoi. Généralement, la liste est rattachée à un parti politique car ça facilite le financement de la campagne. Mais rien n'y oblige. La liste peut être sans étiquette. Et parfois c'est pas plus mal parce que les étiquettes, ça gratte un peu. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao. Notre invité politique, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. Député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Le groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites, puisque l'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui en commission spéciale cette réforme des retraites. 22 000 amendements déposés, dont 19 000 rien que pour la France insoumise. Est-ce que vous approuvez cette guérilla parlementaire ? 22 000 amendements et encore des journées de mobilisation, puisque cet après-midi, ce sont les professions libérales, les avocats en tête qui resteront mobilisés pour défendre leur régime autonome. Et mercredi 6 février, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale avec notamment des jeunes et des lycéens très en colère au regard de la répression qui s'abat à leur encontre. Alors, il y a un débat qui s'ouvre à l'Assemblée nationale. Il y a les 20 000 amendements déposés par la France insoumise qui font le choix donc d'artiller sur le nombre d'amendements. Vous cautionnez cette stratégie ? Il y a ceux qui font l'obstruction. Nous, on va aller vers le débat de fond et les deux s'additionnent. De toute façon, je pense que... Mais est-ce que ces 19 000 amendements, ils ne vont pas empêcher tout débat de fond ? Non, mais de toute façon, ce gouvernement a fait le choix qu'il n'y aurait qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, une procédure dite accélérée, pour qu'il n'y ait pas de débat. Donc on ne va pas accuser les partis d'opposition que nous sommes de faire de l'obstruction. C'est le gouvernement qui fait le choix de l'obstruction et de passer en force son texte de loi dont la majorité des Français ne veulent pas. Donc il y a plusieurs méthodes pour cela. On va utiliser tous les outils. La France insoumise, il pilonne par le nombre d'amendements. Et c'est la bonne méthode les pour députés vous ou pas ? communistes... On va venir à vos méthodes, mais est-ce que c'est la bonne méthode ? Mais toutes les méthodes, écoutez, nous n'avons pas fait cette méthode-là. Eux l'ont fait, mais vous ne me ferez pas dire que c'est une mauvaise méthode. Chaque groupe va utiliser les méthodes qui sont les siennes. Eux, c'est le leur. Ils privilégient l'obstruction, nous, on privilégie le débat de fond. Nous pensons, nous communistes, qu'il faut continuer d'éclairer les gens, les citoyens, les salariés, sur tout ce qu'il y a de nocif dans ce texte de loi. Et il se trouve que ce texte de loi est pire que ce que le gouvernement nous avait dit avant. Pire, malgré la main tendue, les soi-disant concessions accordées à la CFDT. Il y a dedans une date d'équilibre portée à 65 ans, alors qu'on parlait de 64 ans avant, et il y a dedans un plafonnement de la part des richesses consacrées aux retraites, qui était de 14% avant, qui est passé à 12,9%. Pour la première fois depuis 1946 que notre système de retraite existe, la part des richesses consacrées aux retraites va baisser, alors qu'on vit de plus en plus longtemps, ce qui veut dire que, inéluctablement, ils vont nous enfiler ou travailler plus longtemps ou la baisse des pensions, voire les deux en même temps. Mais la CFDT, vous l'avez dit, elle est prête à un dialogue. Si les partenaires sociaux trouvent une entente qui sont représentatifs, des salariés qui cotisent, comment pourrez-vous aller contre eux ? Écoutez, je ne cautionne pas le choix qu'a fait la CFDT. Qui est le syndicat majoritaire ? Ouais, mais quand vous mettez en face les syndicats qui s'opposent à cette réforme, syndicat majoritaire, il n'est plus beaucoup. Je ne cautionne pas le choix qu'a fait la CFDT, mais je lis Laurent Berger, qui ne veut pas entendre parler d'âge d'équilibre, oui, ça oui, de réforme paramétrique, d'allongement de la durée de la vie, de la durée du temps au travail, et qui ne cautionne pas non plus l'absence des 4 critères de pénibilité qui ont été retirés. Donc pour l'instant, Laurent Berger, il est dans l'impasse. Il dit qu'il va tenir bon, on verra bien. Donc même lui n'est pas satisfait de ce qu'il y a dans ce texte de loi. Il est pour le système à point. Oui, d'accord. Mais quand vous dites on verra bien, ça veut dire qu'il va être obligé de revenir sur ce qu'il dit. La question, la GIRC, c'est un système à points aussi. Oui. D'accord. Non mais je suis à l'aise là-dessus. Oui. La GIRC, c'est un système à points. La question qui se pose,
C'est celle de travailler plus longtemps ou pas, et c'est celle de la part des dépenses que nous y consacrons. Donc pour vous, le système à points, ce n'est pas un problème en soi. C'est une question de financement. Comment on élargit le financement de notre système de retraite? Nous sommes opposés au système par points dans la mesure où demain, les pensions ne seront plus calculées sur les meilleures années ou sur les dernières années. Les pensions seront calculées sur la base des pires années, celles du début de la carrière. C'est la raison pour laquelle les cadres sont tellement en colère, parce qu'ils travaillent plus longtemps et ils ont une évolution de carrière qui fait qu'en fin de carrière, ils ont des bons salaires. Mais nous préférons conserver les annuités et les trimestres et de calculer les retraites. Et dans notre proposition, nous proposons de calculer les retraites sur les 10 meilleures années, ce qui permettrait justement de prendre en compte les carrières hachées. Voilà. Mais le problème qui se pose, c'est celui du financement. À partir du moment où le gouvernement ne veut pas aller taxer le capital, d'une part, et que d'autre part, il dit nous allons plafonner la part des richesses consacrées à nos retraites à 12,9, mais forcément, à un moment donné, les ouvriers, les salariés du public, du privé, ceux qui ont des métiers pénibles, tout le monde va devoir ou travailler plus longtemps ou voir sa pension gelée, parce qu'ils disent ça ne baissera pas. Mais elle sera gelée, la pension. Elle n'évoluera pas alors que les prix augmenteront. Et c'est comme ça que nous allons avoir une fabrique à retraités pauvres. Cette réforme de retraite, c'est une fabrique à retraités pauvres. Pour revenir au débat parlementaire qui commence donc aujourd'hui, votre stratégie, c'est de déposer une motion référendaire qui a très peu de chances de passer, pour ne pas dire aucune. Quel est le but du coup? Alors j'aimerais bien voir comment les députés En Marche vont se justifier de ne pas vouloir un référendum sur la question des retraites. Parce qu'une motion de censure qui interviendrait après... Vous la déposez quand d'ailleurs? En milieu ou en fin de débat, on en discute. Et on prendra la décision ensemble, parce que de toute façon, il faut les 58 signatures. Mais on va la déposer. Une motion de censure, c'est sanctionner le gouvernement. J'imagine bien que les députés En Marche, vu leur docilité, on l'a vu sur le congé parentalité pour les familles qui ont perdu un enfant, Playmobil, ils vont jamais voter une motion de censure contre leur gouvernement, sinon ils se tuent. Mais une motion référendaire, c'est pas faire tomber le gouvernement. Une motion référendaire, c'est de dire nous renvoyons au peuple le dernier mot sur cette question de référendum. Oui, ayons un débat jusqu'au bout avec les Français sur cette réforme de retraite et demandons-leur de voter par oui ou par non sur cette réforme. Mais ça, les députés En Marche, comment pourraient-ils s'opposer à ce qu'il y ait un référendum sur cette question dans les semaines qui viennent? Et on n'en parle plus. Ce pays est bloqué depuis plus de 60 jours. Jamais il n'y a eu un mouvement social aussi fort. Jamais il n'a été aussi large. Jamais il n'a touché autant de professions du monde de la culture, du monde des avocats, des soignants, des enseignants, des ouvriers du privé, de ceux qui ont des travaux pénibles, le bâtiment, la chimie, les travailleurs des transports. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Et on ne pourrait pas sanctionner ce grand débat par un référendum, et redonner le pouvoir au peuple, redonner tout son sens à ce qu'est la souveraineté nationale dans notre pays. Vous savez que le général de Gaulle, en l'espace de 10 ans, il a fait 5 référendums. Il n'avait pas peur du débat avec le peuple. Macron, lui, en a peur. Il a peur du débat avec le peuple pour vous? Ah bah clairement. Et c'est aux députés justement de la majorité qui d'ailleurs, on voit bien comment ils se font balloter par le gouvernement, il ferait bien, les députés de la majorité, de se faire respecter un petit peu et que face à leurs électeurs dans leur circonscription, eh bien j'attends de voir, est-ce qu'ils vont oser dire aux électeurs de leur circonscription, on ne veut pas de référendum et donc on ne vote pas cette motion référendaire. Je leur souhaite un grand chapeau. Je vous annonce ici que le Parti communiste français va lancer une grande campagne pour l'obtention de ce référendum. Et nous demanderons à chaque député En Marche de rendre des comptes devant leurs électeurs, de dire oui ou non veulent-ils un référendum. Et qu'ils s'expriment. Campagne que vous lancez quand? Là, aujourd'hui, nous lancerons une grande campagne pour la tenue d'un référendum pour notre pays. Lettres, tracts, motions, des courriers aux députés En Marche de chaque circonscription. Il faut les interpeller, il faut qu'ils se mouillent, il faut qu'ils disent oui ou non veut-on un référendum dans notre pays sur cette question. Mais nous allons les interpeller et nous allons interpeller tous les Français pour dire qu'il y a la possibilité de sortir de ce grand débat par un référendum via cette motion référendaire. Allez. Elle a plus de sens que la motion de censure. Motion de censure que voulait Jean-Luc Mélenchon. Et que nous soutiendrons. Mais qui n'a pas de sens selon vous?
Non, je dis que la motion référendaire a plus de sens en termes politiques, puisque ce n'est pas une sanction contre le gouvernement, c'est demander un débat et un vote, ce qui permettrait de sortir de la situation actuelle. Allez, on va parler des députés de la majorité, mais sur un autre sujet, les députés de la majorité et le gouvernement qui ont rejeté donc une proposition de loi UDI qui visait à rallonger le congé pour un parent qui perdait un enfant. Comment vous le qualifiez, ce vote? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est à l'image de ce gouvernement et de cette majorité. C'est extrêmement regrettable. Enfin, avec la ministre Pénicaud au banc des ministres, ils n'ont rien voulu entendre de la proposition de notre collègue de l'UDI, du Nord d'ailleurs, de droite, que nous, communistes, nous avons soutenu. On n'est pas sectaires. Bien sûr, cette proposition de loi était de bon sens. Pour des familles qui perdent un enfant, de proposer que le congé de parentalité soit étendu à 15 jours. Enfin, c'est de 5 à 12 jours. 5 à 12 jours, c'est pas... je dirais même c'est presque le minimum. Les parents mettent parfois plusieurs semaines, des mois, pour se remettre d'un tel drame. C'est le pire des drames pour des parents de perdre un enfant. Eh bien... ce gouvernement est resté droit dans ses bottes, d'une brutalité extrême, et la majorité, comme des automates, ont suivi le gouvernement. Et le président derrière, qui demande de faire preuve d'humanité, et quelque part nie les positions de leurs ministres et de leurs députés. Mais ils doivent se sentir humiliés, les députés de la majorité En Marche. Ils ont été bons soldats, et on leur dit mais vous êtes comportés comme des nuls. Qu'est-ce que ça dit des députés de la majorité? Ça veut dire qu'ils ont vraiment peu de conviction, et que j'aimerais bien qu'ils se rebellent un petit peu. J'aimerais bien qu'ils parlent avec leur cœur. J'aimerais bien qu'ils écoutent les citoyens de leur territoire. Et c'est pour ça que sur cette question de référendum, bon, je ne sais pas, le président de la République leur a demandé un peu d'humanité. Peut-être que là, le président de la République leur demandera un peu de démocratie, et que le peuple s'exprime, c'est pas plus mal. Enfin, vous voyez, je ne voudrais pas que les députés regrettent d'avoir refusé un référendum, comme là ils regrettent d'avoir refusé un congé parentalité. Démocratie, humanité, ce sont deux beaux mots que j'aimerais bien faire revivre dans notre pays. Allez, on va parler d'une autre majorité, c'est la majorité sénatoriale de droite et du centre qui veut armer la Constitution contre le communautarisme. Une proposition de loi constitutionnelle va être déposée aujourd'hui pour garantir la prééminence des lois de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, vous savez que nous, Parti communiste français, nous sommes très attachés aux lois de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Cela, nous aimons bien faire vivre ce mot accolé à notre devise républicaine. Alors la droite aussi, puisqu'elle veut le rajouter bien dans sûr. La Constitution, dans l'article 4 qui concerne les partis politiques. C'est une bonne chose, vous allez soutenir ça ? Tout dépend ce qu'il y a dans le contenu, parce que vous savez, c'est facile de faire des débats, des déclarations pour faire vivre la laïcité dans notre pays. Tout le monde est pour. J'en connais pas qui disent « je suis contre la laïcité ». Donc c'est facile, les républicains, de dire ça. Maintenant, j'attends de voir le contenu, parce que ce sont aussi des sujets où on peut mettre le feu aux poudres, où on peut encore rallumer des débats incendiaires dans notre pays, avec des textes ou qui stigmatisent, ou qui clivent. La laïcité, pour moi, c'est quelque chose qui doit permettre de faire vivre ensemble des citoyens indistinctement de leurs convictions, de leur choix de religion, et que tout ce monde-là vive en harmonie. C'est pas forcément exclure, interdire et stigmatiser. Et donc je me méfie de ces textes de loi qui arrivent opportunément à des moments où le climat social est fort et où peut-être le gouvernement, le président de la République avait prévenu, on voudrait remettre la question religieuse au cœur de l'actualité. On en a soupé, on a vécu ça toute la fin de l'année 2019. En tout cas, Philippe Bas, le président de la commission des lois qui va déposer cette proposition de loi, dit notre République doit s'armer contre les dérives communautaristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais, comme le dit mon maire préféré Alain Bocquet, communauté oui, communautarisme non. Et donc, créer toutes les conditions pour que nous vivions en communauté et dans le respect des choix de chacun, oui. Est-ce que cela passe par des lois qui interdisent ? Je ne le pense pas. Moi, je préfère des lois qui permettent à chacun de nos concitoyens de se sentir respecté dans notre pays.
respecté, c'est-à-dire libre de croire ou de ne pas croire, et que tout le monde puisse vivre ensemble. Ça nécessite à ce que chacun ait les mêmes droits dans la cité, dans les villes, le même droit d'accès au travail, à l'école, aux services publics, à la culture, au sport, sans se sentir stigmatisé. Je pense que pour faire vivre ces droits, à vivre tous ensemble, il y a besoin de mettre beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui. Je pense notamment à nos communes, on est en période municipale. Quand on veut justement développer une ville accessible à tous, parfois les communes, c'est pas parfois, souvent, ont bien du mal à y mettre les moyens car on leur a privé de beaucoup de dotations. Oui, alors les municipales, vous venez d'en parler, parlons-en. Édouard Philippe est candidat au Havre, c'est courageux de sa part ? Je suis pas havrais, je connais bien cette commune, j'y suis déjà allé avec mon ami et collègue député Jean-Paul Lecoq. Jean-Paul Lecoq qui est candidat, contre... et qui a de bonnes chances de l'emporter. Est-ce qu'avec la candidature... C'est vous qui le dites, qu'il y a de bonnes chances. Est-ce qu'avec la candidature d'Édouard Philippe, les espoirs des communistes s'amenuisent dans cette ville ? La déclaration d'Édouard Philippe est bien la preuve que Jean-Paul Lecoq peut l'emporter, puisque c'est parce que Jean-Paul Lecoq peut l'emporter qu'il y va, le Premier ministre. Et je pense que les Havrais, mais comme n'importe quel habitant d'une commune, ne veulent pas d'avoir un maire intérimaire. Hein, en 2 mots. Ils veulent un maire à temps plein. Or, le Premier ministre a déjà dit, le candidat Édouard Philippe a déjà dit que s'il était élu, il ne resterait pas maire. Mais il y va pourquoi alors ? Pour faire de l'intérim ? Pour mettre maire quelqu'un dont les Havrais et les Havraises ne veulent pas ? Mais c'est truander l'élection. C'est le maire actuel. C'est mentir. Non, mais le maire actuel. C'est pas transparent. Non, mais le maire actuel. D'Édouard Philippe de dire ça dès le départ. Oui, sauf que le maire actuel, les Havrais n'en veulent pas. Eh bien, ils l'auront quand même, parce qu'Édouard Philippe va leur imposer. Ce n'est pas de la démocratie. Voilà, ça c'est mentir aux électeurs, c'est les tromper. Mais en quoi c'est mentir ? C'est transparent de dire le 22 mars, si je suis élu, je reste à Matignon et c'est Jean-Baptiste Gastine qui prendra la mairie. Écoutez, qu'il aille expliquer ça à tous les Havraises et les Havrais en disant « je me présente, mais je vous le dis, je ne serai pas élu et c'est celui qui est derrière moi qui le sera ». Qu'il aille le faire, il l'a dit dans la presse, vous savez bien que tout le monde ne lit pas la presse, donc il va aller dans les quartiers populaires, et il va aller parler aux dockers, il va aller parler à tout le monde et il va aller expliquer ça. Je lui souhaite bon courage de le dire comme ça aux électeurs, les yeux dans les yeux. En tout cas, Jean-Paul Lecoq sera maire à temps plein et il y va pour être maire à temps plein et tout le temps. Quand on regarde la liste de gauche, on s'aperçoit que finalement, les communistes sont en tête de liste dans certaines communes, mais très souvent, vous êtes avec les socialistes, notamment les équipes sortantes. Plus souvent, j'ai regardé qu'avec les insoumis ou les écolos. Qu'est-ce que ça dit ? Peut-être parce qu'il y a plus de maires socialistes sortants que de maires insoumis sortants. Et donc, y compris dans des villes où vous n'êtes pas majorité, je vais en citer une au hasard, Toulouse, Grenoble, où là vous êtes plutôt avec les socialistes qu'avec les insoumis ou avec les écolos. Il y a quelques villes où nous sommes derrière des candidats socialistes, il y a quelques villes où nous sommes derrière des candidats insoumis, il y a des listes où d'ailleurs ce sont des citoyens qui ont fait l'unanimité des forces de gauche et du Parti communiste en l'occurrence, et donc nous avons aussi choisi de soutenir des listes conduites par des citoyens sans étiquette politique. Ce qui nous a à chaque fois déterminés, c'est le contenu du programme. Et les communistes, quand ils s'en vont discuter avec les citoyens ou des forces politiques, insoumis, socialistes, etc., ils ont des idées à faire passer. Et nous voulons que ces idées soient dans leur programme. Par exemple, nous sommes les ardents défenseurs des transports publics gratuits dans les agglos. Nous voulons la gratuité des transports publics. C'est pour nous un des moyens les meilleurs pour lutter contre le réchauffement climatique et pour agir sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Vous avez vu qu'il va faire plus de 25 degrés à Biarritz aujourd'hui. L'urgence écologique, elle se pose. Si nous ne prenons pas des mesures fortes pour agir en ce sens, eh bien, nous n'y arriverons pas. Nous proposons, nous, dans les programmes, que la gratuité des transports publics soit un objectif à atteindre à plus ou moins long terme. Donc ça, nous le négocions. Nous négocions avec les socialistes. Nous l'avons mis dans le programme de Martine Aubry, avec qui nous serons à Lille, par exemple. Et donc, nous allons tendre vers cela à Lille et, je l'espère, dans la métropole lilloise, 1 million d'habitants. Est-ce qu'au-delà de la constitution des listes, à gauche, les discussions ne sont pas plus faciles avec Olivier Faure qu'avec la France Insoumise ou qu'avec les écolos ?
Bon, écoutez, moi j'ai discuté avec les responsables politiques de gauche sur la réforme des retraites, par exemple, pour faire des contre-propositions et pour montrer qu'il était possible d'améliorer le système actuel sans le casser. Bon, et vous voyez bien qu'elles ne sont pas les mêmes, vos contre-propositions à gauche. Ah oui, bien sûr, nous n'avons pas les mêmes, mais pour vous dire que les discussions ne sont pas plus difficile parce que quand même nous sommes tous de gauche et nous avons des valeurs communes, nous voulons nous attaquer au mur de l'argent, nous voulons répondre à l'urgence sociale et l'urgence écologique, même si nous n'avons pas tous les mêmes propositions, nous avons quand même des points communs et nous avons tout fait, j'ai tout fait pour ma part, j'ai mis tout mon poids dans la balance pour faire converger le plus de points communs. Et donc c'est vrai que les communistes sont connus pour ça, pour être rassembleurs, pour essayer de travailler avec tout le monde, pour construire des majorités qui permettent de battre les équipes de la République En Marche ou de la droite, parce que ces équipes-là sont porteurs de politiques d'austérité. Nationalement, on le voit aujourd'hui, ils favorisent les plus riches, la pauvreté augmentée, mais c'est la même chose dans les villes. Ce sont ceux qui augmentent les tarifs publics, par exemple les tarifs de la cantine, les tarifs de la garderie, les tarifs des médiathèques, de la piscine. La droite, En Marche, augmente tous ces tarifs. En revanche, dans les villes communistes, ce sont là où les tarifs sont les plus bas pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait rédigé une circulaire dans laquelle il ne mettait plus d'étiquette en dessous de 9000 habitants, où il créait une étiquette divers centre. Pour vous, il faut assumer les étiquettes ? Ah oui, mais alors là, ils vont pouvoir compter sur nous, sur les communistes, pour qu'on leur colle la belle étiquette qu'ils ont dans le dos. La République En Marche, c'est la retraite en moins. La République En Marche, c'est la hausse des tarifs de l'électricité. Encore 1,2% cette année, 5,9% il y a 6 mois. C'est la hausse de la CSG, c'est la baisse des APL, c'est la suppression de l'ISF. On va leur coller l'étiquette dans le dos. Et ils vont la porter jusqu'au bout. Candidat des riches, c'est ça la République En Marche. Et c'est insupportable qu'ils masquent leur politique en refusant de porter leur étiquette. Parce que les Griveaux, les Villani, les Édouard Philippe, les Darmanin, qui peuvent faire des beaux discours à la télévision, sont ceux qui ont attaqué le pouvoir d'achat des Français. Il y a 400 000 pauvres de plus dans notre pays en 2 ans à cause de leur politique. Et Bernard Arnault n'a jamais gagné autant d'argent. Il est devenu la première fortune du monde grâce à leur politique. Voilà le choix de classe de ces candidats, la République En Marche. Eh bien ça, il faut pouvoir le dire, il faut que les électeurs soient éclairés sur les candidats qui vont se présenter à leur suffrage. Un dernier mot pour terminer sur un autre sujet, la France qui a décidé l'envoi de 600 soldats supplémentaires dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Écoutez, j'ai eu justement l'occasion de réunir de plusieurs responsables politiques de forces progressistes africaine il y a quelques jours, place du colonel Fabien, pour rendre hommage à Ahmad Dansoko, un dirigeant sénégalais du parti communiste et du PIT du Sénégal. Et justement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il n'y a pas de solution militaire en Afrique. Il doit y avoir des solutions politiques. Et ces solutions politiques, elles doivent se construire avec les Africains et avec les pays d'Afrique, pas sans eux, pas contre eux. Or, aujourd'hui, la France fait le choix d'augmenter sa présence militaire là-bas. Elle est de plus en plus mal vécue. Elle est vécue comme une domination de la France, un retour de la France, une France... Mais les armées locales n'y arrivent pas. Oui, mais surtout, c'est parce qu'on dit les dirigeants africains au G5 Sahel qu'a réuni Emmanuel Macron en janvier. Les armées locales, aujourd'hui, elles ont besoin... elles sont enfermées entre elles. Il y a besoin d'élargir le nombre, les pays africains, autour de la table. On n'a mis que les pays concernés par le Sahel. Il faut aller plus loin. Ce qui se passe là-bas était extrêmement grave. Et tout cela vient de ce qui s'est passé en Libye suite à l'agression de la France, qui a fait le choix du chaos en Libye, quand ils ont décidé de dessouder Kadhafi. À cause de cela, il n'y a plus d'État libyen. Il y a un État très très faible au Mali, l'État est en train de fondre au Mali, c'est eux qui appellent la France à venir, mais ils ne trouveront pas de solution entre eux. Il faut que l'ensemble des pays de l'organisation africaine soient saisis de ce sujet, et la France serait justement à l'initiative en faisant le choix de les rassembler, de les réunir pour construire une solution politique avec eux. Merci beaucoup Fabien Roussel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal. Demain à votre place, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci Fabien Roussel. On passe au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires.
La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, nous parlerons des municipales et de 2 lancements de campagne. Celui d'Édouard Philippe au Havre. Premier meeting vendredi, déambulation ce week-end. On sera en Normandie avec Thierry Rabillet, le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et puis le lancement de campagne du Parti Socialiste. Olivier Faure a donné le coup d'envoi de la campagne samedi. Sa stratégie est-elle la bonne pour éviter au PS l'effacement? On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous poursuivons notre tour de France des municipales. Et cette semaine, nous sommes dans les Hauts-de-France pour suivre cette campagne. Un territoire où le Parti Socialiste, historiquement présent, espère encore faire rempart au Rassemblement national qui s'impose de plus en plus dans la région. Pour comprendre comment se déroule la campagne là-bas, nous allons nous intéresser à 3 villes, Lille, Maubeuge et Lens. On regarde ça avec Marion Brigueux. Si vous êtes adepte de séries télé, alors le feuilleton lillois devrait vous plaire. Dans le rôle principal, la favorite Martine Aubry. Faute de dauphin, la maire de Lille se représente pour un 4e mandat, celui de trop pour l'opposition qui veut faire tomber ce bastion du PS. La fronde est tout d'abord menée par les Verts qui, après des années dans la majorité, veulent voler de leurs propres ailes. Autre adversaire, Violette Spilbou, investie par La République En Marche. Violette Spilbou qui n'est autre que l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry. Ambiance tendue donc à Lille. Notre deuxième reportage nous conduira à Maubeuge. C'est dans cette ville de 30 000 habitants et où le taux de chômage atteint les 34% qu'aux dernières élections européennes, une liste dite communautaire a fait son apparition. L'Union des démocrates musulmans français a enregistré 6% des voix et se présente de nouveau pour les élections municipales. Nous nous pencherons donc sur cette nouvelle donne dans le paysage politique local en se demandant si c'est le signe d'un communautarisme naissant ou une nouvelle forme de vote sanction de la part de l'électorat populaire. Enfin, pour notre dernier reportage, nous serons à Lens, capitale du bassin minier, une ville dont le cœur bat à gauche depuis plus de 70 ans, mais qui voit grandir en son sein et autour d'elle le vote Rassemblement national. Nous rencontrerons les principaux candidats aux élections municipales et nous essayerons de comprendre les raisons de ce basculement d'un vote de gauche vers l'extrême droite. Et voilà, et ces reportages seront donc à suivre toute cette semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous, à Lille, à Lens et à Maubeuge. On va commencer le club en parlant des municipales avec le Parti Socialiste qui a lancé sa campagne. C'était samedi. Objectif pour Olivier Faure, conserver ses élus locaux, condition essentielle de la survie pour le PS. Jérémy Heitzmann était au lancement de campagne du PS, on regarde. Rebondir et reconquérir. Après les échecs cuisants de 2017, le PS joue son avenir lors des élections municipales. Un enjeu local d'abord. À la tête de 12 villes de plus de 100 000 habitants, les socialistes misent sur l'implantation des maires sortants, comme à Paris et à Lille. Sur le plan local, on regarde mais qui va gérer la crèche, qui va gérer la sécurité dans ma ville, qui va gérer les services publics. Et là, il est clair que les socialistes ont une longueur d'avance parce qu'ils sont des gestionnaires depuis de nombreuses années dans ces villes. Une échéance nationale aussi. À 6 semaines du premier tour, les dirigeants du PS appellent à faire de ce vote une sanction contre la politique du gouvernement. Ça sert à dire que nous sommes en capacité d'offrir une alternative, une alternance et que dès aujourd'hui, 2022 se construit. Et donc à toutes celles et ceux qui aujourd'hui manifestent leur colère, leur impatience et aussi leur enthousiasme, il y a en mars un bulletin pour le dire. Une nécessité d'alliance, enfin. Face à la poussée écologiste depuis les élections européennes, qui menacent aujourd'hui plusieurs bastions socialistes comme Rouen, Olivier Faure tend la main à Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on veut continuer avec ce duel qui nous est à chaque fois promis entre l'extrême droite et les libéraux, ou est-ce qu'on veut au contraire faire émerger un bloc social, écologique, démocratique? C'est comme ça que nous arriverons à convaincre à nouveau. Fini l'égoïsme, maintenant on avance, on fonce et on crée les conditions de la victoire. Rassembler mais sans s'effacer. Pour faire mieux qu'en 2014. Au premier tour des municipales, le PS avait alors récolté 6,6% des voix. Voilà pour ce sujet de Jérémy Heitzmann. On va commencer ce club. Bonjour Guillaume Doyen. Bonjour. Bonjour Arnaud Benedetti, Bonjour. Mathilde Siro. Et rebonjour Alex. On va commencer avec ce lancement de campagne du Parti Socialiste. C'était samedi. Est-ce qu'il y a un risque d'effacement pour le Parti Socialiste à l'issue de ces municipales ? Si vous voulez, le Parti Socialiste est une marque nationale indéniablement affaiblie, mais qui reste encore une marque territoriale forte. Comme vous l'avez rappelé dans ce reportage, il y a une implantation locale qui est dense, avec des réseaux
réseaux d'élus, des grandes villes qui sont gérées par des maires socialistes, des conseils départementaux, des régions qui sont aux mains des socialistes. Donc il y a manifestement quand même aujourd'hui un enjeu évident pour le Parti socialiste, c'est déjà de maintenir ce réseau d'élus locaux et de grandes villes qui sont détenues par le PS. Mais on voit quand même que le Parti socialiste aujourd'hui, au regard de la situation nationale, n'est plus dans la position hégémonique qui était la sienne à gauche depuis maintenant plusieurs décennies, et qu'il est obligé de se chercher des alliances et même parfois de se mettre derrière la bannière d'autres candidats de gauche pour assurer sa survie lors de ces élections municipales. Mais on peut considérer encore une fois que ce scrutin sera plutôt peut-être, enfin c'est un pari que l'on fait bien évidemment, favorable aux sortants, c'est-à-dire en d'autres termes aux vieilles marques politiques que sont d'ailleurs les Républicains d'un côté et le PS de l'autre. Et donc on peut imaginer que dans le contexte social, politique que l'on traverse aujourd'hui, les élus estampillés socialistes puissent s'en sortir, ce qui ne garantit pas néanmoins par ailleurs pour eux une remontée au niveau national. Et donc Guillaume Doyen, le socialisme municipal, il a encore de beaux jours devant lui ? Non, il est mort depuis un certain temps, le socialisme municipal. Puis la diversité des situations dans lesquelles il doit prospérer, ça va de Paris à la petite ville des Hauts-de-France, il n'y a absolument rien à voir, rien en commun. Ils sont menacés dans leur fief par des adversaires tout à fait différents. Ça peut être le Rassemblement national, ça peut être Europe Écologie Les Verts. Donc vous voyez bien que le socialisme municipal comme estampille qui existait auparavant, aujourd'hui est devenu, si vous voulez, une espèce de marque bien plus qu'une conception politique. La faute à qui? À Emmanuel Macron, qui a effacé ces partis, dont le Parti socialiste, Mathilde? C'est vrai que La République En Marche, depuis 2017, était le principal parti qui challengeait un petit peu le Parti socialiste. Et aujourd'hui, finalement, c'est les écologistes. Dans beaucoup de villes, on voit que les écologistes sont crédités de 25-30%, qui sont même devant le Parti socialiste. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer si, effectivement, Europe Écologie Les Verts arrive devant le PS? Je pense à certains arrondissements à Paris, par exemple. Et ce qu'on peut peut-être noter, c'est qu'à la faveur de ce scrutin qui est effectivement favorable notamment aux maires sortants, le Parti socialiste peut devenir une espèce de parti d'élus, un peu comme les Républicains, malgré une faiblesse au niveau national et un discours qui peine à être audible. On le voit, ils sont dans l'opposition vraiment au gouvernement, mais ça peine à vraiment imprimer au niveau national. Arnaud. Oui, c'est bien l'enjeu pour le Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste, qui était un parti de masse, entre guillemets, parce qu'en France, un parti de masse, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin plutôt un parti de masse, un parti de militants, risque de se transformer en parti de notables. C'est-à-dire qu'en effet, un parti avec une implantation locale qui est forte, mais qui n'a pas une performativité suffisante sur le plan national pour porter un candidat et pour porter un projet politique. C'est assez paradoxal de voir la faiblesse aujourd'hui du Parti socialiste, parce que quand on regarde le basculement de la politique gouvernementale, c'est-à-dire qui s'est progressivement déporté vers la droite, avec l'électorat aussi qui a suivi depuis 2017, finalement il y a un espace politique assez important plutôt à gauche, au centre-gauche, et que le PS finalement n'occupe pas. Et donc on va voir si à la faveur de ces élections et des suivantes, le PS arrive à récupérer cet électorat de gauche, ou si c'est effectivement les écologistes qui vont s'affirmer comme la principale force écologiste, sociale, alternative en tout cas. Parce qu'il est là aussi l'enjeu pour le PS, c'est de ne pas se faire dépasser à gauche par les écolos. Le PS a longtemps été la force centrale à gauche, aujourd'hui ce n'est plus le cas. D'où la stratégie d'Olivier Faure de dépassement du PS. Oui, parce que la force centrale à gauche était une force social-démocrate et qu'aujourd'hui la social-démocratie est en crise, en l'occurrence. Et ce qui se passe aujourd'hui à gauche, et on l'avait vu d'ailleurs lors des élections présidentielles en 2017, ce sont les candidats, j'allais dire, les plus identitaires à gauche, voire les plus radicaux, qui rallient les suffrages d'une partie de l'électorat de gauche. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, avec le succès que l'on sait lors de l'élection présidentielle, mais qui avait quand même gagné la primaire du Parti socialiste. Donc il y a à gauche récemment une demande d'identité politique beaucoup plus forte que la social-démocratie n'arrive pas à capter manifestement. Oui, il y a une crise du militantisme parce qu'il y a une crise très, très forte du discours aussi. Ils ont identifié les élections municipales à une affaire de crèche, de vélo et de patinette, mais en réalité, il faudrait quand même un discours qui porte un peu plus loin, un discours un peu plus social au sens le plus général qui soit. Je ne suis pas sûr que l'électorat de gauche puisse être capté par les écologistes, qui ont d'ailleurs eux-mêmes un problème avec la gauche, la droite. Ils ne savent pas vraiment s'ils sont de gauche ou s'ils sont de droite. Il y a une division au sein des écologistes. Et donc l'enjeu pour les socialistes, c'est pour recapter cet électorat de gauche, c'est
tout simplement de jouer des alliances d'union de la gauche dans certaines villes, à Marseille, à Paris, les socialistes et les communistes s'entendent très bien. Donc c'est ces alliances un peu ancien monde qui pourraient fonctionner pour gagner des villes pour les socialistes. Oui, le problème du Parti socialiste, et d'ailleurs d'une partie de la gauche, c'est d'avoir perdu aussi quand même le soutien des classes populaires et des classes moyennes. Parce que finalement, il y a une autre concurrence qui s'exerce sur la gauche. Elle vient tout simplement aussi du Rassemblement national, qui a capté une partie de cette sociologie dans son électorat. Allez, voilà pour le lancement de campagne du Parti socialiste. On va parler d'un autre lancement de campagne, c'est celui d'Édouard Philippe. On va se rendre à Rouen, retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabier. Oui, bonjour. Rédacteur en chef de Paris-Normandie, Édouard Philippe qui s'est donc lancé au Havre ce week-end. Et d'abord, un premier meeting de campagne vendredi. Comment les Havrais ont accueilli Édouard Philippe ? Ils l'ont accueilli à la fois chaleureusement à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'il y avait autant de monde à l'intérieur de cette salle François 1er avec 500 personnes et même un petit peu plus sûrement. La jauge a dû être explosée. À l'extérieur, il y avait au moins 500 personnes aussi, donc beaucoup de personnel portuaire, des dockers, donc ceux qui sont à la pointe du combat contre la réforme des retraites depuis plusieurs semaines maintenant dans les rues du Havre et qui ont offert au Premier ministre un chaleureux accueil également. Donc ça a été à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'était tendu à l'extérieur et vraiment très chaleureux à l'intérieur, où c'était le retour, entre guillemets, du boss. C'était le boss est de retour. On sait qu'Édouard Philippe est un amateur de rock'n'roll et de Bruce Springsteen. Et là, effectivement, il est venu me remettre tout le monde d'accord, tout le monde sur la même ligne, avec la sénatrice Agnès Canaillé, la députée Agnès Firmin-Lebaudot et le maire actuel Jean-Baptiste Gastine. Il leur a dit, tout le monde derrière moi et on fonce et personne ne fait un pas de côté. C'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui autour d'Édouard Philippe. Voilà, et du coup, premières heures de campagne, premier week-end de campagne à la rencontre des habitants du Havre. Là, comment ça s'est passé ? Là, ça s'est passé plutôt bien, même plutôt chaleureusement, avec des petites anecdotes comme cet habitant du Havre qui vote plutôt à gauche et qui sera sûrement un électeur de Jean-Paul Lecoq le 15 et le 22 mars, il y a 2 tours, et qui a offert à Édouard Philippe, lors de sa déambulation, des boutons de manchette de son père, qui était un militant communiste. Donc on voit bien qu'il y a un distinguo entre le Édouard Philippe, le Premier ministre, et Édouard Philippe, le maire du Havre, et il y a un vrai attachement quand même de la population au maire du Havre. Et Jean-Paul Lecoq, qui imaginait ferrailler avec Jean-Baptiste Gastine au mois de mars, eh bien, il va s'apercevoir qu'aujourd'hui, la donne a totalement changé. Et l'ancien maire de Gonfreville-Lorcher doit se dire qu'il n'a peut-être pas fait le meilleur choix en allant essayer de se lancer au Havre, d'autant plus qu'il n'a pas réussi l'union de toutes les gauches, puisque Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste ont décidé d'y aller de leur côté. Donc, il y aura 2 propositions à gauche. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour Jean-Paul Lecoq. Voilà, Jean-Paul Lecoq est le candidat communiste à la mairie du Havre. Alors, exactement. Édouard Philippe a été clair dans son interview à Paris-Normandie, dans votre journal. Il ne quittera pas Matignon pour le Havre en cas de victoire le 22 mars. Comment les Havrais ont pris cette déclaration ? Ils ont pris cette décision, en fait, c'est une décision qui est franche et claire. Édouard Philippe a dit qu'il est au service de l'État d'abord. Si Emmanuel Macron souhaite le voir continuer sa mission à la tête du gouvernement, et il restera à Matignon. Donc, quelque part, il met la balle dans le camp d'Emmanuel Macron. Il se dit très heureux au Havre, il se dit très heureux en campagne. Il sera très heureux le 23 mars s'il doit rester au Havre et ne plus retourner à Paris. Donc, on voit aujourd'hui, c'est un Édouard Philippe très détendu, qui est très clair dans ses choix, et les Havrais qui ont réclamé quelque part son retour, car si Édouard Philippe revient, c'est aussi parce que les Havrais le réclament, ils se reconnaissent plus en Édouard Philippe qu'en le maire actuel Jean-Baptiste Gastine, qui incarne une droite beaucoup plus plutôt conservatrice. On se souvient que Jean-Baptiste Gastine a été à une période de sa vie politique très proche de Christine Boutin. Donc on sait que les Havrais ont une affection particulière pour ce maire qui est plutôt atypique et qui a démontré à la tête du gouvernement maintenant depuis 3 ans une force de caractère assez incroyable, puisque tout le monde lui prédisait beaucoup de misère, et finalement au bout de 3 ans on s'aperçoit que c'est quasiment l'homme fort d'Emmanuel Macron, le seul sur lequel encore Emmanuel Macron peut compter à la tête de l'État. Merci beaucoup Thierry pour ce point hebdomadaire maintenant sur la campagne d'Édouard Philippe. On va dire un mot de votre une, la une de Paris-Normandie. Surprenante douceur, Thierry. Et effectivement, la météo du jour est très calme en Normandie, et même très douce. On a eu beaucoup de pluie pour ne pas faire injure à la Normandie, mais aussi une douceur incroyable. On n'est pas encore dans les 20-25 degrés qui sont annoncés aujourd'hui dans le sud-ouest, mais on est aux alentours de 12-15 degrés. Donc effectivement, on fait un petit point sur la météo et les conséquences, notamment sur l'agriculture, car cette chaleur
de janvier n'est pas forcément très bonne pour les cultures. Et aussi, on fait un petit point aussi sur l'épidémie de grippe et de gastro-entérite. Et puisque nous sommes toujours dans des phases épidémiologiques, donc quelles sont les conséquences de cette douceur inhabituelle pour le mois de janvier sur tous ces secteurs-là? Eh bien, c'est le dossier du jour consacré par Paris-Normandie. Voilà, et c'est donc à lire dans votre journal. Merci beaucoup Thierry d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve lundi prochain pour un prochain point sur la campagne dans votre région. Merci Thierry. Édouard Philippe le dit, Mathilde, si je ne me présentais pas aux élections, ça voudrait dire que je ne serais plus élu. Ce n'est pas du tout la vision de la démocratie que j'ai. Est-ce qu'il donne l'image d'un Premier ministre finalement qui n'a pas peur d'aller au front ? Oui, il a souvent parlé, en fait, dès qu'il le peut, il parle du Havre. Donc on sait très bien qu'Édouard Philippe est très attaché à cette ville. Il a été élu en 2014 dès le premier tour. On n'aurait pas compris finalement qu'il renonce au combat électoral. C'est quelqu'un qui prend du plaisir à être dans le challenge, le combat électoral, y compris au plan national avec la réforme des retraites, mais aussi au plan local en revenant, en se représentant devant ses électeurs. Ce qu'il faut noter aussi dans sa déclaration de candidature, c'est le petit message qu'il a envoyé à Emmanuel Macron quand il dit j'ai connu des premiers ministres qui ont eu des ambitions politiques, c'est pas mon cas. Voilà, donc il décide aujourd'hui de dire aux Havrais, je veux être maire du Havre et c'est tout. Sous-entendu, je n'aurai pas d'autres ambitions sur le plan national, je ne briguerai pas la présidence de la République. Arnaud. Et puis cette phrase, alors peut-être qu'on va noter sur le fait qu'il restera au Havre, qu'il restera à Matignon s'il est élu le soir du 22 mars. Soit le président de la République continuera à m'accorder sa confiance et je confierai la mairie à Jean-Baptiste Gastine, mais, et c'est la deuxième partie de la phrase, soit je m'estimerai libéré, je serai heureux comme Cincinnatus qui, après avoir opéré son office, revient s'occuper de ceux qu'il aime. Oui, on est loin de la start-up nation. C'est vraiment l'homme politique enraciné, local. Et d'ailleurs, c'est la dimension humaine qu'il met en avant dans la déclaration de sa candidature. Ça me rappelle, vous savez, la fameuse phrase de Balzac, à Paris, les hommes sont des systèmes, en province, les systèmes sont des hommes. C'est un peu ça que met en scène Édouard Philippe dans sa déclaration de candidature. Mais il insiste aussi sur le fait, c'est-à-dire il insiste sur une caractéristique en creux, et il fait une critique d'une certaine manière implicite et subliminale. Finalement, il veut montrer que l'homme politique doit avoir une légitimité électorale. C'est-à-dire qu'il doit être enraciné dans un terroir, enraciné dans une ville, enraciné dans un territoire. Et quelle est finalement la critique, qui est une des critiques majeures qui est faite aujourd'hui à La République En Marche, c'est justement d'être un parti finalement avec un faible enracinement, un parti un peu hors sol. Donc il en revient d'une certaine façon aux fondamentaux de la vieille politique républicaine en se déclarant candidat. Ceci dit, ce qui est quand même, il y a une prise de risque, parce que d'abord il y a toujours une prise de risque dans une élection. Il est dans une ville qui a pendant très longtemps été tenue par le Parti communiste, qui a élu un parlementaire communiste. Donc s'il y va, c'est qu'il sent quelque part que son successeur n'est peut-être pas aussi bien enraciné qu'il ne l'était et qu'il y a une pression qui s'exerce à gauche sur la ville. Donc il y a aussi une prise de risque de la part d'Édouard Philippe, même si on peut imaginer que s'il y va, il doit avoir un certain nombre, disons, d'études ou d'analyses de terrain qui lui permettent d'imaginer qu'il sera réélu. Oui, le ministre aujourd'hui qui ne serait que ministre ne serait aussi qu'un employé du gouvernement. S'il saute et qu'il ne lui reste absolument plus rien, il disparaît de la scène politique. Édouard Philippe doit avoir 50 ans et j'imagine qu'il entend bien passer encore quelques années en politique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour la Macronie qu'avec cette candidature d'Édouard Philippe, eh bien, cette élection finalement se transforme en test national pour le gouvernement? Ça le sera forcément, parce qu'en plus on est en pleine réforme des retraites, le texte arrive au Parlement, on va beaucoup en parler, et au niveau local, la tentation sera forte pour les opposants et ceux qui sont contre ce texte d'en faire un référendum pour ou contre le gouvernement, de se dire dans cette élection finalement on peut faire tomber le Premier ministre. Donc c'est aussi ça le risque pour Édouard Philippe au niveau local. Et je reviens juste sur ce que disait Thierry Rabillet de Paris-Normandie. Il disait c'est l'homme fort d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et finalement Édouard Philippe le 22 mars, s'il revient auréolé de cette victoire, il sera d'autant plus fort dans l'écosystème macroniste, parce qu'on le disait, ils ont assez peu d'élus, assez peu de ministres ancrés, si ce n'est ceux qui viennent de la droite, voilà, de la vieille politique. Et donc c'est aussi ça pour Édouard Philippe, il peut revenir relégitimé et encore plus fort dans cette élection s'il l'emporte au Havre.
Oui, et puis il faut rajouter qu'il y a assez peu de ministres candidats finalement, parce qu'aujourd'hui il y a tout juste une dizaine de ministres candidats, ce qui, à mon sens, c'est un étiage assez faible au regard d'autres gouvernements dans ce type de configuration électorale. Et justement, quand on regarde les ministres de droite de ce gouvernement d'Emmanuel Macron, et ben, ces ministres et ces premiers ministres de droite, ils se caractérisent par cet ancrage local, avec Édouard Philippe qui se présente au Havre, Gérald Darmanin qui se présente à Tourcoing, Sébastien Lecornu également dans l'Eure. Donc voilà, il y a parmi ces transfuges de la Macronie venus de la droite, voilà, cette volonté de bien appuyer sur cet ancrage local. Après, on peut dire que dans les 2 mois qui viennent, Édouard Philippe est en train de jouer son avenir politique. Il y a cette réforme des retraites qu'il doit faire passer au Parlement sans se mettre à dos une majorité de l'opinion publique. Ça, c'est un vrai défi. Et puis, il y a derrière préparé une assise territoriale, parce que politiquement, il est très jeune et donc il veut conforter ce bastion, sa grande ville, un peu comme Alain Juppé à Bordeaux, voilà, pour dessiner son avenir politique. Et il y a un contexte social compliqué, un contexte politique compliqué aussi pour la Macronie, compliqué un peu plus avec cette décision du Conseil d'État qui a retoqué la circulaire Castaner. Mathilde, comment ça a été pris, ça, par l'exécutif ? Disons que ce n'est pas le premier camouflet juridique là, de l'actualité. Il y a eu d'abord cet avis du Conseil d'État sur la réforme des retraites qui était quand même assez difficile à encaisser, parce que ça veut dire quoi ? Ça donne une impression de précipitation ou d'imperfection dans ce que le gouvernement prépare. Et là, concernant donc cette circulaire concernant les municipales et l'attribution des nuances politiques, ils vont devoir revoir leur copie. On est à 6 semaines du scrutin et ça laisse une impression dans l'opinion de la part des électeurs de manœuvre, de tentative de manœuvre politique, ce qui n'est pas très bon dans le contexte social qu'on connaît. Allez, on va parler d'une autre actualité. Elle concerne plus particulièrement le Sénat, la majorité sénatoriale de la droite et du centre, qui va déposer aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle pour armer la Constitution contre le communautarisme. Que contient ce texte précisément? On voit ça avec Fabien Ricard. C'est un vieux projet de la droite sénatoriale. Le Figaro détaille dans ses colonnes une proposition de loi constitutionnelle du Sénat contre le communautarisme. Porté par le président de la commission des lois, Philippe Bas, le texte comprendrait 2 articles. Le premier visant à compléter l'article 1 de la Constitution par la mention suivante. « Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer des règles communes. » Afin de constituer une base juridique pour refuser toute pratique communautariste. Un second article vise à modifier l'article 4 de la Constitution en ajoutant le principe de laïcité à ceux de souveraineté nationale et de démocratie auxquels sont soumis les partis politiques. Objectif, barrer la route à des formations politiques qui feraient prévaloir des normes communautaires aux lois républicaines. Et Mathilde, c'est donc le Figaro qui révèle cette proposition de loi constitutionnelle déposée aujourd'hui par la droite sénatoriale, avec notamment une interview de Philippe Bas qui explique les motifs de ce dépôt de proposition de loi constitutionnelle. Oui, il faut rappeler un petit peu le contexte dans lequel cette proposition de loi arrive. On sait que le gouvernement doit présenter un certain nombre de mesures, d'annonces au courant du mois de février concernant la lutte contre le communautarisme. C'est un sujet qui avait été mis en haut de l'agenda politique au moment de l'attaque à la préfecture de police, donc depuis le mois d'octobre. En novembre, le chef de l'État s'était engagé à apporter des nouvelles mesures. On est au début février, il s'était engagé à ce que ce soit avant les municipales. Donc là, la droite arrive avec une proposition, avec un rappel de principes forts. Et donc, politiquement, l'enjeu, c'est de préempter un petit peu ce thème-là, qui est effectivement, historiquement, un sujet porté par la droite. Et manière pour la majorité sénatoriale de mettre la pression sur Emmanuel Macron? Clairement, oui, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en fait, on avait annoncé un grand discours sur la laïcité, des mesures pour lutter contre les communautarismes. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, finalement, est en difficulté sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas pour l'instant à établir une doctrine explicite, claire et avec des principes d'application. Donc, d'une certaine manière, le Sénat le prend à son propre jeu et essaye d'accélérer le rythme sur ce sujet. C'est plutôt de ce point de vue-là tactiquement assez bien joué. En l'occurrence, reste à savoir si
si, alors une majorité au Sénat, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de difficulté pour qu'elle se dégage, mais si ce texte puisse avoir le consentement de l'ensemble des formations politiques de ce pays. Et si on regarde la droite du Sénat cette année, sur tous les sujets qui concernent l'islam, la droite du Sénat s'est positionnée avec une proposition, une initiative. Sur le port du voile dans les sorties scolaires, il y a eu cette proposition de loi pour l'interdire. Sur la radicalisation, il y a cette commission d'enquête qui est actuellement en cours. Et maintenant, sur le communautarisme, cette proposition de loi constitutionnelle. Maintenant, l'enjeu, c'est de ne pas mélanger tous les sujets et de ne pas faire d'amalgame. Il faut bien comprendre que cette proposition de loi ne vise qu'une communauté. En réalité, c'est bien la communauté musulmane qui est visée. Allez, peut-être pas une, mais en tout cas, c'est bien la principale. C'est bien les musulmans, ou du moins les communautaristes musulmans qui sont dans le viseur. Oui, hein, il parle de dérives communautaristes et notamment de dérives islamistes, Philippe Bas. Puisqu'on parlait des municipales. Alors Philippe Bas le précise dans son interview au Figaro que, évidemment, vu les délais, elle ne sera pas prête pour les municipales et donc elle n'aura pas d'impact sur la question des listes communautaristes. Mais est-ce que le communautarisme, il s'invite dans cette campagne municipale, Guillaume ? Oui, il s'invite dans cette campagne municipale, mais sans qu'on réussisse à le définir, si vous voulez. Alors là, on pourrait parler du communautarisme musulman, mais si vous voulez, il peut se manifester sous plein d'autres formes. Des listes d'intérêt local, la démocratie chrétienne, comment va-t-on la caractériser, etc., etc. On n'a pas de définition stricte du communautarisme qui n'a jamais été interdit. En revanche, l'État ne peut pas discriminer, mais il n'a jamais été interdit à un citoyen ou à un groupe de citoyens de porter des revendications qui leur sont propres. C'est pour ça que la proposition du Sénat est un pur piège politique et non pas une définition philosophique de ce que pourrait être le pays. Et on voit, le sujet est compliqué, Mathilde. C'est pour ça que Emmanuel Macron recule ce discours sur le communautarisme. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé de ce discours sur la laïcité qui a été, si ce n'est reporté, voire complètement abandonné. Il y a d'autres sujets sur lesquels on attend beaucoup le chef de l'État, sur la question du financement des cultes, de la réforme de l'islam. Et c'est des sujets sur lesquels on voit bien qu'il ne sait pas trop sous quel angle les prendre. Et donc, c'est vraiment un thème sur lequel le chef de l'État manque un petit peu de crédibilité. On lui reconnaît beaucoup de courage sur le plan économique, les réformes pro-entreprise. Mais sur le régalien, c'est vraiment ce qui pêche pour cette majorité, qui pourtant voudrait conforter son assise à droite et son électorat de droite. Et ils ont besoin de se crédibiliser sur les questions régaliennes. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette proposition de loi constitutionnelle déposée donc aujourd'hui. On va passer à la une de la presse qu'il y a dans vos quotidiens régionaux avec Alex Poussard. Alex, on commence par la Provence. Et oui, Oriane, j'ai choisi la Provence ce matin. Alors, pas pour parler du 0-0 l'Olympique de Marseille, Oriane. On sent le supporter rennais. Mais pour parler du coronavirus. Et oui, puisque le département a accueilli les Français rapatriés de Chine, rapatriés de Wuhan. La commune de Carry-le-Rouet a par exemple accueilli 32 Français rapatriés. La ville d'Aix-en-Provence abrite 77 personnes dans son centre de confinement. Et actuellement, une vingtaine de Français rapatriés sont toujours sur la base d'aviation d'Istres, car ils présentent des symptômes de contamination. Allez, on passe à la une de Ouest France. Et oui, Ouest France qui s'intéresse aux conséquences concrètes du Brexit sur les Britanniques qui vivent en France et qui ne veulent pas quitter le territoire français. Alors, on le savait, ils ont perdu la citoyenneté européenne, mais ils ont également perdu le droit de vote. Et quand on les interroge, alors par exemple, Ouest France les interroge dans la commune de Carhaix, dans le centre de la Bretagne, eh bien, on voit que ces Britanniques sont dépités avec, par exemple, Trevor, un Britannique qui vit à Carhaix et qui estime que cette situation est scandaleuse. Je le cite, on paye des impôts en France et on n'a plus voix au chapitre de la vie locale. Et on termine avec l'Alsace, Alex. L'Alsace qui s'intéresse à la menace d'uniformisation des commerces dans les grandes villes. Car on parle beaucoup de la fuite des commerces dans les petites villes, dans les centres-bourgs, mais les grandes villes ont un problème d'uniformisation de leurs commerces. Et par exemple, les villes de Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse veulent réguler l'implantation des grandes enseignes nationales dans leur centre-ville pour laisser un peu plus de place aux petits commerces indépendants et locaux. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. On va regarder vos unes, messieurs. Guillaume Doyen, la une de la Gazette des Communes cette semaine, la Safe City sous surveillance. Eh oui, vidéo, surveillance, parfois détecteur de son, reconnaissance faciale, tout ça, ce sont des outils dont les élus voudraient bien s'emparer, mais aussi il faut regarder de près, eux, ce qu'ils font, parce qu'ils vont parfois trop loin. Allez, c'est à lire dans la Gazette des Communes, à la une de la revue politique et parlementaire, le nouveau numéro Territoire sous tension, Arnaud Benedetti.
Oui, un numéro consacré au territoire à la veille des municipales, avec notamment une grande interview de Gérard Larcher qui appelle à un acte supplémentaire de la décentralisation, et puis une interview d'un psychanalyste, Charles Mellman, qui nous interroge sur ce que c'est que la question de territoire, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'enracinement dans une société qui est de plus en plus fluide, de plus en plus liquide, ce désir finalement d'en revenir aux racines, ça veut dire quelque chose aussi sur la psychologie collective profonde des peuples. Et la une du Figaro, Mathilde, face à Trump, les démocrates se cherchent un champion. Oui, un dossier sur les élections américaines et puis sur le plan plus national, on l'a dit, vous pouvez retrouver cette interview de Philippe Bas qui détaille la proposition de loi de la droite sénatoriale sur le communautarisme. Et voilà, et puisqu'on parle du Sénat, on va y rester pour terminer, Alex, puisque tous les mois, vous nous ouvrez les portes du Sénat. C'est l'heure des clés du Sénat. C'est la chronique spéciale Guillaume Doyen le lundi. Et comme chaque mois, vous nous faites vivre donc les coulisses du Sénat. Cette année, le Sénat a décidé de se lancer dans des ciné-débats avec des jeunes pour échanger autour de films politiques. Et oui, désormais, on parle de cinéma au Sénat. Alors, l'objectif de cette initiative, c'est de faire venir davantage de jeunes dans la Haute Assemblée pour échanger autour de films politiques. Le premier film choisi cette année, c'est Quai d'Orsay, film réalisé par Bertrand Tavernier en 2013. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une comédie satirique qui raconte l'histoire d'un conseiller du ministre des Affaires étrangères en 2003, conseiller chargé d'écrire les discours du ministre, et notamment le fameux discours de l'ONU en 2003 sur le refus de la France de faire la guerre en Irak. Alors, les jeunes ont vu le film au Sénat et après, ils ont pu interroger le réalisateur Bertrand Tavernier, notamment sur cette période sous Jacques Chirac où la France s'opposait aux États-Unis. Écoutez cet échange. J'étais un peu angoissé le premier mardi et mercredi, je me disais c'est quand les questions, elles arrivent quand? Alors à 11h, je les avais toujours pas. À midi, je les avais toujours pas. Et puis vers midi et demi et tout. Dominique de Villepin incarnait l'opposition face à l'unilatéralisme américain. Et cependant, aujourd'hui, personne ne semble incarner ce rôle. Donc, comment pouvez-vous l'expliquer? Voilà. On a retrouvé le prestige qu'on avait au moment du général de Gaulle. Et la décision de Villepin et de Chirac, elle n'était pas facile parce qu'il y avait dedans des gens qui étaient opposés, qui étaient proches de l'Amérique. Il y avait Sarkozy déjà, qui voulait qu'on s'engage. Il y avait des gens. Et après, je suis désolé, on s'est aligné sur les Américains dans tous les trucs. Et on capitule devant les Américains. Et voilà, vous l'avez vu, Bertrand Tavernier n'est pas un fervent atlantiste. Alors ce film Quai d'Orsay est inspiré de la bande dessinée du même nom qui a été écrite par Antonin Baudry, qui est un ancien conseiller de Dominique de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères. Antonin Baudry était également présent jeudi dernier au Sénat et il a raconté aux jeunes une anecdote sur la séance de questions d'actualité du Parlement au gouvernement. Et quand il est arrivé au Quai d'Orsay, il était chargé tout de suite d'écrire les réponses du ministre au Parlement. Écoutez cette anecdote. J'étais un peu angoissé le premier mardi et mercredi, je me disais c'est quand les questions, elles arrivent quand? Alors à 11h, je les avais toujours pas. À midi, je les avais toujours pas. Et puis vers midi et demi et tout, on me dit en fait, il faut que tu écrives la réponse, mais il faut aussi que tu écrives la question. Je dis mais comment ça? Et en fait on me dit le thème c'est ça. Alors je sais plus ce que c'était, je crois que c'était justement les armes de destruction massive en Irak ou un truc. On m'a dit le sénateur il veut poser une question, mais il faut que tu lui écrives la question et la réponse. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc, de ce simulacre de démocratie? Alors c'est arrivé à Antonin Baudry, mais rassurez-vous, ce n'est pas toujours le cas au Sénat. Et d'ailleurs, le sénateur Philippe Dallier, présent dans la salle, a tout de suite voulu rectifier la réalité et faire part de son expérience de sénateur qui pose des questions au gouvernement. Écoutez Philippe Dallier. Je suis au Sénat depuis 2004, jamais personne, et surtout pas un cabinet ministériel, n'a écrit la question ou les questions que je pouvais poser au gouvernement. Il faut dire aussi que côté gouvernement, lorsque vous êtes un parlementaire de la majorité, et d'ailleurs on le dit dans le film, les ministres aiment parfois qu'on les interroge sur un sujet donné. Et donc là, on passe un coup de téléphone à un parlementaire de la majorité en lui disant « tu serais bien gentil de vouloir ». Et je vais vous le dire, ça m'est arrivé lorsque j'étais du côté de la majorité. Mais pour autant, on n'écrivait pas les questions. Et voilà pour ce ciné-débat qui a le mérite d'intéresser les jeunes à la politique et à la vie du Parlement. Eh bien, merci pour ces clés du Sénat. On va faire réagir Guillaume Doyen, le futur sénateur. En tant que futur sénateur, j'approuve et je vous invite à continuer le débat de cette qualité. Et vous continuerez quand vous serez élu au Sénat?
Exactement. Bon, très bien. C'est dans mon programme. On suivra votre campagne, Guillaume, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Guillaume, Arnaud, Mathilde, merci Alex. On se retrouve demain. Demain, l'invité politique, ce sera Damien Bad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et puis à 17h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.